Samedi 17 septembre. Après déjeuner, nous visitions encore 4 églises, où nous ne remarquions guère que les vitraux et quelques bons tableaux. À 1 heure, nous prenions notre dernier repas dans cet hôtel où tout, excepté le vin, était mauvais et d'un prix extravagant. Ainsi, pour 2 déjeuners composés chacun d'un petit pain, d'un peu de beurre, de 3 cuillères de lait, de sucre jaunâtre, d'une théière d'eau bouillante, j'avais mon propre thé, on nous compta 4 livres, et tout à l'avenant. Quant aux domestiques, peu prévenants et peu polis, leur excuse est qu'ils étaient fort occupés de l'abbesse de Fontevraud, descendue avec sa suite dans cet hôtel, où elle est arrivée dans un carrosse attelé de 6 à 8 mules. En somme, Tours me parut triste, d'autant plus que je n'y vis aucun amusement public. À 3 heures, nous partions pour nous arrêter à l'abbaye de Marmoutier, une des plus riches et des plus anciennes de France. Elle est occupée maintenant par les bénédictins. Les hommes seuls peuvent pénétrer dans ce couvent, mais l'église est ouverte à tous et j'en profitais. Vaste et magnifique, le chœur séparé du reste est réservé aux moines. Je regardais à travers la grille épaisse et aperçus quelques belles sculptures. Là, pas de statue de saint habillé, le grand autel est superbe. J'attendais en dehors avec ma femme de chambre, tandis que M. Cradock visitait le couvent, quand un frère, nous apercevant, nous invita fort obligeamment à entrer, nous asseoir dans la loge, ce que nous fîmes. De retour, M. Cradock demanda s'il pouvait me laisser avoir un aperçu du nouvel escalier auquel travaillent encore les ouvriers, mais qui sera bientôt fini. Notre nouvel ami y condescendit, ajoutant que les moines étant en ce moment à l'office, nous pourrions passer par le réfectoire qui s'ouvre sur cet escalier. Il nous accompagna même auprès du Suisse pour lui dire qu'en notre qualité d'anglaise et étrangère, il nous laissa entrer, ce dont je fus très fier, car la porte est irrévocablement fermée à toute femme. Le réfectoire, avec plafond à corniche et table tout autour, est orné de plusieurs tableaux remarquables, particulièrement celui qui recouvre tout le fond de la salle et qui est considéré comme un chef-d'œuvre. Le milieu représente la scène. Notre Seigneur est à table avec ses disciples. À droite, le Christ lave les pieds de ses disciples. Et enfin, à gauche, Sainte Madeleine essuie ceux du Sauveur avec ses cheveux. L'escalier, moderne et fort élégant, est coupé à angle droit. Il conduit à tous les étages et se termine au-dessous d'un plafond peint. Mais n'étant pas montés, nous ne pûmes distinguer le sujet de la peinture. Nous fîmes ensuite le tour des cloîtres formant un carré couvert autour d'un jardin garni de jolis parterres. À la porte, nous rencontrâmes notre frère, auquel nous exprimâmes notre admiration pour le beau tableau du réfectoire. Sur ce, il dit au Suisse de nous montrer aussi le réfectoire d'hiver. Il est moins grand que le premier, mais tapissé également de tableaux de valeur. 2 surtout me frappèrent. L'un, la Sainte Vierge évanouie auprès du corps du Sauveur qu'on vient de descendre de la croix, l'autre saint Matthieu écrivant l'Évangile sur une table devant lui. La tête du bœuf est vivante. Le Suisse allait nous conduire plus loin lorsque, apercevant les moines revenant de l'office, il s'arrêta subitement et nous pria de l'excuser de ne pouvoir nous en montrer davantage. Nous fûmes donc forcés, à regret, d'écourter notre visite et de remercier, plutôt que nous l'eussions désiré, le complaisant Suisse et l'aimable frère. Les bons pères ne doivent pas s'ennuyer dans cette superbe résidence, entourée de dépendances admirablement entretenues et dominant un site délicieux. D'ailleurs, ils peuvent, nous dit-on, recevoir des invités. Remontés dans notre chaise, nous poursuivîmes notre voyage jusqu'à Amboise, suivant une route sablée baignée par la Loire, route si charmante qu'on semble traverser perpétuellement un parc coupé par des jardins. Peu après 6 heures, nous arrivions à la vieille petite ville d'Amboise et descendions au Cheval Bardé, véritable auberge de rouliers, où 7 voitures chargées stationnaient devant la porte, mais propres et bien tenues. À 8 heures, nous soupions. Dimanche 18 septembre. Après déjeuner, été à pied à 1/4 de lieue d'Amboise, voir Chanteloup, résidence du duc de Choiseul, mort il y a 4 mois. Le feu duc est si regretté qu'un pauvre homme, garde-barrière du pont menant à la ville,
dit à M. Cradock que si pour rendre la vie au duc, il eût suffi de faire pleurer les cailloux du chemin, on leur eût arraché des larmes. Sa mort a été un véritable deuil pour le pays tout entier, où il répandait en abondance ses bienfaits, surtout parmi les pauvres qu'il soulageait généreusement. De la ville à Chanteloup, la route plantée de beaux arbres suit presque tout le temps les bords de la rivière. Le château est à gauche, au bout d'une longue avenue coupant d'immenses champs de vignes. Les appartements du duc et de la duchesse sont somptueusement décorés. La bibliothèque du duc, vaste et longue, contient, avec les livres, quelques antiques excessivement rares. À la suite, son petit cabinet de travail, dans lequel nous remarquâmes une table à écrire fort curieuse et 3 bons tableaux, dont 2 représentant Rome ancienne et Rome moderne, sont suspendus de chaque côté de la cheminée. Le 3e, faisant face, reproduit l'entrée du duc comme ambassadeur à Rome. Du cabinet de toilette de la duchesse, où il y a un beau portrait en tapisserie des Gobelins, nous passâmes dans sa bibliothèque, petite et étroite, éclairée d'en haut. Une fois la porte fermée, on ne peut découvrir aucune entrée, ni deviner comment on accède à une galerie au-dessus. En touchant un ressort, une porte, ayant l'air de faire partie du meuble où sont placés les livres, s'ouvre sur un très petit escalier tournant, par lequel on arrive à la galerie garnie d'une légère rampe en fer. Nous remarquâmes aussi dans cette bibliothèque quantité d'objets d'art en bronze et en marbre. Des appartements du rez-de-chaussée, on n'a aucune vue sur la Loire, bien qu'on n'en soit pas loin. Par une des fenêtres de la grande salle, on appela notre attention sur une immense pagode bâtie par le duc. Par malheur, il n'y a pas d'héritier direct et on craint que cette belle propriété ne soit vendue. Revenus à notre auberge à midi, nous nous disposâmes à poursuivre notre voyage. Notre aubergiste nous présenta un mémoire si exorbitant que nous refusâmes de le payer sans diminution, et il finit par accepter nos offres. La route est de nouveau très mauvaise, aussi n'eus-je guère moins de crainte que sur celle de Saumur, surtout à cause de notre détestable postillon. Cependant, nous arrivâmes à 5 heures, sains et saufs, à Blois, où nous descendîmes à l'hôtel Galère, très vieil hôtel où s'arrêtait toujours Louis XIV lors de ses chasses royales. Les appartements que nous occupons portent encore le nom d'appartements du roi. Quelques meubles sont les mêmes que du temps du grand monarque. Les murs sont tendus d'étoffes magnifiques tissées de soie et d'argent, le sofa est en velours vert, richement brodé, mais les portes et le plancher seraient tout au plus dignes d'une chaumière, les fenêtres d'une écurie et le plafond d'une grange. La situation de cet hôtel, au bout de la ville, sur un quai au bord de la Loire, rachète le délabré de l'intérieur. À gauche, on découvre un superbe pont en pierre, reposant sur 13 arches, au milieu duquel s'élève un obélisque de 50 pieds. Ce pont conduit à un bourg qui apparaît sur la hauteur boisée de la rive opposée. La grande route et les bateaux, vus de nos fenêtres, donnent une animation et une vie extraordinaire à ce paysage. La propriétaire de l'hôtel, veuve avec 7 enfants, nous traita on ne peut mieux. À souper, elle nous servit une dinde supérieurement rôtie. La soirée étant merveilleuse, nous allions à 8h30 faire un tour sur le Mail, promenade sablée longeant la rivière et plantée de 2 rangées d'ormeaux si épais qu'ils ne laissent pénétrer ni le soleil ni le vent. À 10h, nous nous mettions au lit. Lundi 19 septembre. Après dîner, était visité le château. L'architecture de cette ancienne résidence royale appartient à plusieurs époques. Elle a été construite par différents souverains qui y ajoutèrent ou la modifièrent selon leur goût. Ce château aurait besoin d'être réparé, mais le superbe escalier bâti sous François Ier et les murs extérieurs construits sous Louis XII sont intacts. L'escalier est un vrai chef-d'œuvre. Il est impossible de trouver à la fois dans une construction plus d'élégance dans la masse, plus de délicatesse dans tous les détails. Rampant autour de piliers sculptés, il est à jour. Les ouvertures ont des balcons ornés de balustrades. Jusqu'en haut, à chaque étage, une porte conduit aux appartements.
Les murs sont crevassés, mais à moins de destruction voulue, le reste peut encore défier plusieurs siècles. Au-dessus de la porte principale de la cour intérieure du palais se voit la statue équestre en bronze de Louis XII. Sur l'arcade qui la surmonte est gravé le manteau d'Hermine. Malheureusement, notre conducteur, qui répétait sa leçon par cœur, était d'une volubilité désespérante pour des étrangers. Nous vîmes la prison où fut enfermé le cardinal de Guise, archevêque de Reims, et où, la veille de l'assassinat du duc de Guise, Henri III le fit massacrer par quelques soldats soldés à cet effet. On brûla son cadavre et on jeta ses cendres au vent. Les ligueurs le considérèrent comme un martyr, et son sang, imprégné sur la pierre où il tomba, fut gratté et recueilli comme une relique. On nous montra aussi le cabinet du roi, où fut traîtreusement poignardé le duc de Guise. Puis nous traversâmes les appartements occupés par Marie de Médicis durant son séjour à Blois. Ils servent maintenant de garde-meubles et ont plutôt l'aspect de prison que d'appartements royaux. Je ne pouvais, en parcourant ce palais, m'empêcher de penser aux complots, conspirations et assassinats dont il a été le témoin. De là, nous allâmes à l'évêché à côté de la cathédrale. La simplicité de ce bâtiment n'en exclut pas la grandeur. L'évêque permet à quiconque en demande la permission au portier de se promener dans ses jardins. Admirablement entretenus, ils sont très accidentés et se prolongent jusque sur le coteau, où ils se terminent par un mur élevé. Une longue avenue bien abritée sert de promenade été et hiver. Nous y vîmes un grand nombre d'orangers. Sur la hauteur, et dominant les jardins, un parc planté d'arbres magnifiques aboutit à une terrasse d'où l'on découvre tout le pays environnant. Pendant près d'1 heure, nous restâmes à contempler cette admirable vue. Revenu à l'hôtel, je me couchai à 9 heures, me sentant fatigué. Samedi 24 septembre. Assez souffrante depuis lundi, je n'ai fait ma première sortie qu'aujourd'hui pour visiter la cathédrale. Elle est grande, d'architecture simple, et à l'intérieur il n'y a guère plus d'ornement qu'à l'extérieur. Monsieur Cradock est parti hier pour Chambord, à 15 milles d'ici. Le domestique qui l'avait accompagné est revenu ce matin m'annoncer que son maître ne reviendrait que le lendemain. Dimanche 25 septembre. Une bonne nuit m'a presque remise de mon indisposition. Monsieur Cradock est arrivé à 10h30. La moitié des Blésois est partie aujourd'hui à la chasse aux loups avec une meute royale. La nouvelle que des loups sortis du bois avaient dévoré un homme et un enfant a semé la terreur dans tout le pays, et cette chasse a été annoncée hier à son de trompe par un piqueur du roi. Lundi 26 septembre. Traverser le pont jusqu'à Vineuil, où l'église bien soignée me plairait assez, une quantité de statues de saints habillés de dorures d'ex-voto. Parmi ces derniers, il y a, à côté du grand autel, un tableau représentant des hommes à cheval. Un des chevaux lance une ruade à un cavalier qui implore le secours de la Sainte Vierge paraissant dans les nuages. Un petit autel de côté est dédié à Notre-Dame des 7 douleurs. Revenons avec pluie et vent. Mardi 27 septembre. À 11 heures, le temps s'étant remis au beau, nous fîmes une promenade au bord de l'eau. Je ne pus me lasser d'admirer les paysages de ces environs, et de longtemps je n'oublierai le spectacle que j'avais sous les yeux. À gauche, serpentant au loin, la Loire, aux abords de laquelle s'éparpillent des habitations au milieu de touffes de verdure. À droite, les riches coteaux de vignobles, où des groupes de 50 à 60 vendangeurs font la récolte. Les uns cueillent le raisin, les autres le transportent à dos dans des hottes qu'ils vident dans des baquets disposés en dehors de la vigne. Les vendanges sont toujours une occasion de réjouissance et de divertissement pour les paysans. L'air résonnait de leurs chants joyeux. Interrompus seulement par des appels, nous ne pûmes résister au plaisir d'aller vers eux. Ils nous dirent que la vendange serait bonne. En effet, les raisins gros et bien fournis pendaient en énormes grappes des ceps qui ne pouvaient plus les supporter. Il était impossible de n'en pas écraser en marchant dans les sillons. Nous profitâmes de la permission de prendre du raisin dans les vignes. Je n'en mangeais jamais de meilleur.
Tout en nous retirant, nous nous arrêtions plus d'une fois, non seulement pour regarder cette scène villageoise, mais aussi les champs et les prairies. Enfin, arrivés au sommet d'un monticule planté d'un seul arbre, nous fûmes récompensés de nos peines par un magnifique coup d'œil. La vue s'étend si loin qu'on distingue même le château de Chambord. En descendant, nous nous arrêtions à un couvent de capucins. Ayant avisé un de ces moines près de la porte, M. Cradock le pria de lui donner quelques renseignements. Le capucin nous invita à venir nous asseoir à côté de lui. La conversation s'engagea, et il nous apprit qu'il avait été en Turquie, en Abyssinie, en Italie, en Sicile, à Malte et dans plusieurs autres parties du monde. Ajoutant qu'ayant 87 ans, il ne voyagerait plus jamais. On ne lui eût pas donné son âge, et rarement je vis vieillard à l'air si jeune. Pas une ride dans son visage, toutes ses dents et des yeux clairs et brillants. Il était fort gai et semblait enchanté de causer avec nous. Il nous raconta que le monticule que nous venions d'escalader avait été élevé par ordre d'un roi de France, lequel tenait sa cour au château de Blois au moment d'une grande famine. Il avait employé les pauvres à transporter les terres dans cet endroit, maintenant au milieu des champs, mais faisant alors partie des jardins royaux. Il leur fournit du pain tant que durèrent les travaux, terminés longtemps au-delà de la famine. À 1 heure, nous prenions congé de notre vieux et aimable moine et passions par la cour du château pour rentrer à l'hôtel. Mercredi 28 septembre. Fait une longue promenade du côté opposé à celui où nous étions hier. On est en pleine vendange. Aujourd'hui, nous ne vîmes récolter que du raisin blanc. Un des vendangeurs nous emmena au pressoir. Il nous expliqua que le raisin, aussitôt cueilli, on le met dans d'énormes cuves à fond plat ou entre un homme. Il a au pied des sabots d'une forme particulière et foule les raisins en les piétinant. Le jus s'écoule à travers un tamis d'osier dans une gouttière fixée à la cuve. Afin d'en extraire le restant du jus, on écrase le raisin entre 2 planches. Le vin est alors mis dans des fûts, il y fermente et s'éclaircit en même temps jusqu'au moment où, la fermentation faite, on le transvase dans les tonneaux. On me donna à goûter du vin nouveau. Il ressemblait à une liqueur. Rentré à 2 heures, je me reposais de ma longue promenade. M. Cradock sortit lire les journaux. Dimanche 2 octobre. Très grand vent toute la journée. J'ai fait mes préparatifs pour quitter Blois demain matin. Lundi 3 octobre. À 8 heures, nous partions de cette plaisante ville de Blois pour Vendôme, à une distance d'environ 20 000. La première moitié de la route traverse des champs de vignes, la seconde des champs de blé. La forte pluie de la veille ayant détrempé les chemins, nous n'arrivâmes à Vendôme qu'à 4 heures de l'après-midi. En approchant, les productions du pays deviennent plus variées. Nous descendîmes une colline très escarpée, au pied de laquelle coule le Loir qui arrose une partie de la ville. Nous logeâmes au nouvel hôtel Saint-Martin. Après avoir donné nos ordres relatifs à notre souper, était jusqu'au couvent des Bénédictins, faisant partie de l'abbaye de la Trinité. L'église, vaste et splendide, est ornée, au dehors de magnifiques sculptures, à l'intérieur de marbre et de vitraux superbes. On nous permit de visiter les appartements du rez-de-chaussée et de faire le tour des cloîtres qui entourent un jardin traversé par un petit cours d'eau divisé en bassins, aménagés pour conserver différentes espèces de poissons. Le réfectoire d'été, plus long que large, est énorme. Des tables tout autour et au milieu un lutrin. Les boiseries taillées en ovale, peintes en brun nuancé, me parurent de bon goût. À la suite, une salle, moindre que la précédente, contient les portraits de plusieurs moines et, parmi eux, celui du fondateur de ce couvent. Notre conducteur nous dit qu'il était anglais, mais j'ai oublié son nom. Nous fûmes très surpris d'y voir des tables à jeux, entre autres, une table de tric-trac, sur lesquelles les cornets et les dés jetés attestaient que nous venions de déranger les joueurs. Le réfectoire d'hiver, chauffé par un grand poêle, est beaucoup plus petit. Nous passâmes à côté dans une pièce de dimension moyenne où les moines se retirent pour causer après le repas. On nous conduisit ensuite dans les jardins plantés d'arbres fruitiers,
Devant la maison s'étend une large terrasse sablée, donnant en face sur un jardin potager d'une immense étendue et sur un vert coteau au sommet duquel on découvre à droite les ruines d'un vieux château. La rivière coule au pied. De la terrasse partent de longues avenues à l'abri du soleil et du vent. On ne peut s'en imaginer de plus belles. Rentrant de nouveau, on nous fit visiter les cuisines, très vastes et bien montées. Plus de 60 casseroles pendaient au mur. Nous fûmes étonnés d'y voir une fille de cuisine, mais j'avoue que notre stupéfaction fut complète lorsqu'on nous introduisit dans le parloir où se tiennent les dames invitées. Mon visage trahit mes impressions, mais mon guide m'assura que des dames du plus haut rang se rendaient parfois à cette abbaye, qui du reste m'a semblé surpasser en bien-être, pour des religieux, tout ce que nous avions vu jusqu'ici. Nous montâmes ensuite au château, sur un plateau élevé, d'où nous dominions la ville, la campagne et les alentours. Il n'en reste plus que quelques ruines habitées par les hiboux. Une église, paraissant avoir été construite avec des débris du château, est posée tout à fait en haut du coteau que nous gravîmes par des degrés si peu fréquentés qu'il disparaissait sous une herbe touffue. L'intérieur de l'église est celui d'une vieille grange en pierre. Le chœur étant fermé, nous ne pûmes le visiter. Au centre du jubé se dresse un arbre en bois peint découpé. Au-dessus du tronc, notre Sauveur sur la croix. Des deux côtés, sur les branches, deux figures de femmes, sans doute la Sainte Vierge et Sainte Madeleine. Je n'avais encore rien vu de pareil. Revenus à l'hôtel, nous soupions et à 9h30 allions nous reposer. Mardi 4 octobre. Était ce matin à l'église Saint-Martin, grande, belle, sans statue peinte. Au-dessus du maître-autel est placé un bon tableau. À 9h, après avoir soldé une note modérée, nous quittions ce bon hôtel et partions pour Bonneval, suivant une excellente route et un pays des plus productifs. À 1 lieue de Vendôme, nous passâmes au pied d'un coteau sur lequel, entouré de bois épais, est élevé un superbe château appartenant au marquis de Chimay. Derrière le château, la vue embrasse une riche vallée, une jolie rivière et des collines couvertes d'arbres. Changer de chevaux à Châteaudun. Cette ville, posée à mi-côte, dans une situation des plus pittoresques, est arrosée par le Loir. La route suit d'un côté des collines escarpées, de l'autre un précipice au bout duquel coule la rivière. Afin de jouir sans crainte de ce magnifique coup d'œil, nous fîmes une partie du chemin à pied et ne remontâmes dans notre chaise qu'après avoir gagné une large route menant à Bonneval, où nous descendîmes à la Poste, meilleur hôtel qu'on ne le croirait d'après son apparence. Le temps pluvieux nous empêcha de sortir. Vers 9h, nous partions pour Chartres. Bonne route à travers d'immenses champs de blé. Arrivés à 1h, nous nous établissions à l'hôtel des Trois Rois. Chambre petite mais confortable. Aussitôt après avoir commandé notre dîner, nous sortions. Quoique de peu détendue, la ville passe pourtant pour une des plus anciennes de France. Ses murs, hors desquels s'étend le Mail, belle promenade également agréable en été et en hiver, ont 6 portes d'entrée. Au-dessus de chacune s'élève l'image de la Vierge Marie, patronne de Chartres, où elle est spécialement révérée. Après dîner, était à la cathédrale. Bâtie, dit-on, sur l'emplacement d'un ancien temple des druides, dédié à une vierge qui enfanterait un fils, d'abord en bois, elle fut détruite et réduite en cendres par la foudre en l'an 1020, mais presque immédiatement reconstruite en pierre sous l'épiscopal du vertueux évêque Fulbert. Elle est maintenant considérée comme une des plus belles de France. Les groupes sculptés de la clôture du chœur, représentant les principaux faits de la vie de notre Seigneur, surpassent tout ce qu'on peut s'imaginer d'admirable. La figure du Christ rendant la vue à l'aveugle-né me fit surtout une grande impression. On a dernièrement nettoyé toutes les sculptures et réparé à neuf le maître d'autel dont le dessus est en marbre gris, encadrant un carré de jaspe sur lequel on pose le crucifix en argent doré. L'autel est surmonté d'une vierge au milieu des nuages, des anges à ses pieds. On dit que le sculpteur mit 12 ans à exécuter cet admirable groupe de l'Assomption,
véritable chef-d'œuvre, et si finement travaillé qu'on s'attend à voir s'agiter les ailes des anges. Le bas et les marches de l'autel sont en marbre. Autour, des colonnes de porphyre à corniches de feuilles dorées. Entre chaque pilier, le mur du fond imite des tentures gris nuancées, bordées de franges et soutenues par des cordelières d'or. L'église se fermant à 4 heures, on nous prévint qu'en nous présentant le lendemain matin à 10 heures, on nous montrerait sans doute le trésor, ainsi que nous en avions exprimé le désir. Étant donc convenus du rendez-vous indiqué, nous allâmes nous promener sur le mail jusqu'au moment de rentrer à l'hôtel.